parle trop. Eh oui, beaucoup trop. Et il devrait même éviter de chanter. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série H.O. Le film d'aujourd'hui s'appelle Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn. Il est réalisé par Cathy Yan. Il est sorti le 5 février 2020 au cinéma. Je l'ai vu au cinéma en version originale. Eh ben, comme on dit chez moi, Birds of Prey, c'est un film qui a su se faire attendre. On va commencer par le début. Birds of Prey, à la base, n'était pas du tout Birds of Prey. Ça s'appelait Gotham Sirens et ça devait être réalisé par David Ayer. Si vous avez suivi un petit peu ma critique, notamment de Suicide Squad, vous savez que David Ayer a accepté pas mal de concessions sur Suicide Squad, qu'il a notamment accepté que son film soit finalement monté par une boîte de com, qu'il y ait une compétition entre son montage à lui avec son équipe et le montage de la boîte de communication, et que c'est finalement le montage final que nous avons tous vu au cinéma était donc le montage de cette boîte de communication, que David Ayer a tout de même assumé comme son film à lui. Tout simplement, et je ne pense pas dire de l'insulter en disant ça, parce qu'il avait accepté entre-temps ce pacte avec le diable, avec Warner DC Comics, pour, grosso modo, réaliser Gotham Sirens un peu plus librement ensuite. Gotham Sirens étant un projet qui devait réunir non pas Harley Quinn et les personnages de Birds of Prey, mais Harley Quinn et les non moins fameuses Poison Ivy et Catwoman. Donc très gros projet, très sexy à la base. Le problème c'est qu'entre-temps, Suicide Squad a eu un retour critique absolument catastrophique. Il a été massacré par la critique, mais en même temps il a très bien marché. Donc ça a été plutôt un retour de bâton, entre guillemets, dans la production Hollywood, hashtag Hollywood is a bitch, il faut être clair avec ça, clair et net, c'est-à-dire c'est une manière de dire à David Ayer, écoute, on va pas te refiler tout de suite 150 millions de dollars, parce que ça a pas l'air de très bien marcher ce que tu fais. Et c'est dommage parce que je pense que j'aurais vraiment été curieux de voir le montage finalisé de David Ayer sur Suicide Squad, mais bon, peu importe. Tout ça pour dire que finalement, assez rapidement d'ailleurs, David Ayer est viré du projet, je crois quasiment 6 mois... moins d'un an après la sortie de Suicide Squad et après les retours critiques, ainsi de suite, bien que le film ait franchement très bien fonctionné. Suicide Squad n'a pas fait le milliard au box-office, mais je crois qu'il a tutoyé les 800 millions de dollars, et il s'est très bien vendu en produits dérivés, en DVD et Blu-ray, donc bref, ils ont largement rentabilisé Suicide Squad, mais il voulait plus, et donc, un peu moins d'un an après la sortie de Suicide Squad, David Ayer est d'abord annoncé sur Gotham Sirens avant d'être viré du projet, et que le projet soit complètement repensé. Entre-temps, il faut le dire aussi, Margot Robbie a encore gagné, l'interprète de Harley Quinn a encore gagné en notoriété, en faisant notamment I, Tonya, qui lui a permis de gagner quelques prix, et qui est un film très intéressant sur lequel je reviendrai à l'occasion. Le film sur Tonya Harding, je vous en parlerai un autre moment. C'est une actrice qui n'a cessé de gagner en aura à Hollywood, notamment parce que c'est devenu une productrice engagée, qu'elle a été très engagée dans le mouvement MeToo en parallèle et après la sortie de Suicide Squad, et donc elle a pris une sorte de poids médiatique quasi politique, ce qui fait qu'elle a pu commencer à donner son avis sur ce que devait devenir le personnage d'Harley Quinn, et donc le projet de Gotham Sirens a vite été abandonné, notamment parce que le studio s'est vite opposé à l'idée d'avoir un gros casting féminin avec 3 rôles principaux, tout simplement parce que ce genre de films ont très rarement marché. La plupart du temps, les films féminins qui marchent, c'est qu'on a une actrice principale féminine définie. Les duos, les trios qui sont supposés assurer les succès des films en général ne réussissent pas le pari et n'y arrivent pas. Le très bon exemple que j'ai en tête, c'est Thelma et Louise, qui n'avait pas été un four à l'époque, Suzanne Sarandon, et j'ai oublié Gina Davis, c'était des actrices vraiment qui avaient le vent en poupe. Ça n'a pas empêché au film d'être un semi-échec commercial avant de gagner une très grosse estime et de récupérer beaucoup d'argent, notamment à l'époque sur la location de VHS. Oui, je sais, je vous parle d'une époque archéologique, je suis aussi vieux de ça, et hashtag je vous emmerde, qu'est-ce qu'il y a? Bref, tout ça pour dire, ça a toujours été un sujet, les films avec des actrices en tête d'affiche. Je vous renvoie aux vidéos très intéressantes, notamment de Monsieur Mea, notamment sur le film L'île aux pirates, où il en parle très bien. Si vous connaissez pas la chaîne de Monsieur Mea, c'est juste génial ce que fait ce mec. Allez voir, c'est un fou. Il prend un film, il le décortique, il trouve des anecdotes de tous les côtés. C'est complètement fou ce qu'il fait ce mec. C'est un travail de dingue. C'est absolument génial. Je vous mettrai le lien de la vidéo pour l'île aux pirates en dessous, parce que c'est vraiment une vidéo très intéressante. Bref, tout ça pour dire, en général les studios insistent pour avoir un lead cast, et donc ça a fait pas mal changer le projet de style, puisqu'on est passé d'un casting triple A avec 3 actrices féminines. Je ne sais plus qui avait été sous-entendu dans le rôle de Catwoman, il y avait eu pas mal de monde, il y avait eu Zazie Beetz, l'interprète notamment de Mary Jane dans les derniers Spider-Man, on avait eu aussi... on avait même pensé éventuellement au retour de la Catwoman de Christopher Nolan, j'ai oublié son nom. J'ai oublié le nom de l'actrice, le diable s'habille en Pradé, oh là là. Bon, ça me revient pas. Bon, il y avait pas mal de gens, il y avait aussi
notre très chère Jennifer Lawrence, qui est de tous les gros projets ces dernières années, et qui avait été pensée dans le rôle de Poison Ivy. Bref, il y avait pas mal de monde comme ça, jusqu'à ce que le projet se casse donc la gueule, devienne complètement autre chose sous l'impulsion de Margot Robbie, et donc des studios qui ne voulaient pas une triple tête à la tête, et c'est donc Margot Robbie qui a clairement imposé deux choses d'après ce que j'ai pu lire sur internet. La première, c'est que le film soit vraiment orienté autour de Harley Quinn, beaucoup plus frontalement, et notamment pour pouvoir elle-même se lâcher sur le personnage, et elle voulait donner aux fans ce que les fans n'avaient pas pu avoir sur Suicide Squad. Grosso modo, c'était un peu ce qu'elle a vendu sur les réseaux sociaux ou autre, mais je pense qu'effectivement, elle aussi, elle avait envie d'aller un peu plus loin que ce que le personnage avait pu faire dans Suicide Squad. Et deuxième chose, elle voulait aussi avoir un crew, une équipe autour d'elle, qu'on garde cette identité de Harley Quinn, un trublion au milieu d'une équipe, et donc il fallait monter une autre équipe. Ce qui fait que très très vite, DC Comics est arrivé avec la proposition, notamment, de faire un film autour non pas des Gotham Sirens, qui sont beaucoup plus populaires dans les équipes féminines, qui est probablement l'équipe féminine la plus populaire chez DC Comics, mais sur les Birds of Prey, qui ont leur petite hype, mais il faut être clair, le titre Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn, c'est bien clair et net que c'était autour d'Harley Quinn et de Margot Robbie que la com a été faite, que le film était vendu, et quand on met le film la voix off, bien sûr, qui raconte l'histoire, c'est pas celle d'un des autres personnages, c'est celui de Harley Quinn. Alors il se trouve que le casting est plutôt réussi à cet endroit-là, donc j'en parlerai après, mais grosso modo c'était pour vous donner un petit peu le style de cette production qui encore une fois a été compliquée, qui a perdu un an, mine de rien, à garder David Ayer, à lui faire croire qu'il était sur un projet avant de complètement changer, qui a vu son actrice principale ensuite demander et réclamer des choses, qui a demandé plus de réécriture du film. Et c'est comme ça que, si j'ai bien compris, alors peut-être que j'ai mal compris, mais la réalisatrice Cathy Yan, qui en fait en est seulement à son deuxième long métrage sur Birds of Prey, avait été donc choisie, plus ou moins imposée, d'après ce que j'avais compris, par Margot Robbie, qui avait beaucoup aimé son premier film, je crois que c'était Pigs ou Dead Pigs, je suis plus certain, film que je n'ai pas vu, que je regarderai à l'occasion, oui c'était ça, Dead Pigs, et sinon elle a fait 3 courts-métrages avant, et là, beaucoup de gens ont tapé du poing sur la table en disant que c'était quand même chaud de faire partir David Ayer, qui a de l'expérience, qui a prouvé des choses au cinéma, pour finalement choisir une réalisatrice débutante avec vraiment peu d'expérience, mais et en pointant bien sûr les mauvais effets, le côté, comment dire, j'ai oublié comment ça s'appelle, le truc positif. Le terme me revient pas, excusez-moi, je suis un peu fatigué. Donc voilà, bon, ça me revient pas le terme, mais tout ça pour dire que c'était un petit peu facile d'imposer des femmes sous prétexte du mouvement MeToo et de tout ce que ça avait pu générer à l'époque de nivellation positive. Écoutez, je trouve pas mes mots ce soir, qu'on a imposé comme ça pas mal de réalisatrices féminines depuis le mouvement MeToo, depuis avec l'explosion de l'affaire Harvey Weinstein et tout ça. Hollywood essaie de se racheter une virginité, et le fait d'avoir mis Cathy Yan comme réalisatrice sur ce film, c'était un peu ça. Je comprends ça, je comprends que la critique puisse être émise, elle est entendable, mais en attendant, moi, vous me connaissez, j'attends de voir le film avant d'ouvrir ma bouche. Tout ça pour dire, je vous racontais surtout ça pour expliquer que ça a été une production compliquée, un peu chaotique, et mine de rien, la pauvre Cathy Yan a dû quand même faire un blockbuster très vite. C'est un film qui finalement alors que je crois que Suicide Squad est sorti en 2016, donc elle a eu grosso modo 3 ans et demi pour produire le film. Elle aurait dû avoir 3 ans et demi, elle en a finalement eu que, je dirais, à tout casser, 2 ans et demi, ce qui est vraiment court pour écrire le scénario et faire toute la pré-production d'un blockbuster. Je vous les ai dit dans plusieurs vidéos, mais je vais le répéter, un blockbuster bien fini, bien fait, à minimum 3 ans. Minimum. Il y a 1 an d'écriture, 1 an de pré-production, et le tournage et le montage finissent la dernière année. Donc on est plus aux alentours de 3 ans et demi, 4 ans, mais le plus court c'est 3 ans. Et là, ces derniers temps, on a des blockbusters qui arrivent très vite, qui sont faits en 2 ans, et on voit au résultat que ça pose problème. Donc Cathy Yan n'est pas partie, je trouve, sur des super bases. Même si le scénario a été écrit par Christina Hodson, qui avait inventé qui avait, comment dire, a priori écrit le scénario un peu avant, qui avait été mis sur le scénario avant, Cathy Yan a été quand même mis dans la situation de faire un blockbuster très très vite. Et je dis ça tout de suite parce que j'ai vu des premières critiques du film qui avaient quelque part la dent dure, c'est normal, c'est un film où il y a un gros budget, donc on peut se le permettre, c'est tout à fait compréhensible, mais il faut remettre les choses dans leur contexte. Je pense que Cathy Yan n'a pas forcément eu le temps
de développer autant les chances qu'elle voudrait. Je vais être un peu plus précis dans ma critique après. Donc voilà un petit peu pour vous donner le contexte. C'est aussi, je l'ai pas dit, Birds of Prey, le nouveau film de la série des films de super-héros d'ici. Il arrive donc après Shazam. Et avant la sortie de Wonder Woman, qui devrait donc sortir, si je dis pas de bêtises, cet été, non? Wonder Woman 84, il est prévu pour mai ou pour juin de cette année, je ne sais plus. Tout ça pour dire, série de films dont j'ai fait la critique, et je vous renvoie à tous les liens, et j'ai fait une playlist exprès de toutes les critiques de films d'ici, pour expliquer que chaque film a été un bordel en lui-même, et qu'à part, grosso modo, la première série qui va de Man of Steel jusqu'à grosso modo Justice League, où on avait un semblant de cohérence, depuis Justice League, grosso modo, c'est des films qui se font un par un, et qui auront peut-être des suites cohérentes après, mais c'est pas du tout sûr. Le fait de réunir l'équipe de la Justice League est complètement remis en cause, notamment parce que pour les petites infos, pour les petits gossips, je pense que vous le savez déjà, mais Ben Affleck ne fera plus Batman, Henry Cavill a clairement rangé la cape de Superman et a priori ne le fera plus, donc ça fait quand même 2 gros noms pour réunir de nouveau cette équipe de justiciers de la Justice League, et à part Gal Gadot et clairement Jason Momoa qui sont agrippés à leur rôle dans la Justice League, les autres les autres acteurs ont été un petit peu mis en suspens. Ray Fisher a priori ne fera plus le rôle de Cyborg. Le film sur Cyborg n'est plus à l'ordre du jour. Et The Flash, on vient juste d'apprendre dernièrement que Andy Muschietti, le réalisateur de Hit 1 et 2, des remakes de Hit dernièrement, va donc le réaliser avec dans le rôle de Flash Ezra Miller. Donc on va finalement avoir le rôle de The Flash. Mais Ezra Miller l'avait expliqué, avait été très ouvert là-dessus, qu'il avait fini son contrat avec DC Comics et Warner Film au moment où a été annoncé que Andy Muschietti allait faire The Flash et que finalement il allait être dans le rôle principal. Donc c'était un peu étrange, lui-même était tout à fait super content, il voulait le faire, mais il l'a appris quasiment en dernier. Donc bon, ça vous donne une échelle d'idée du bordel un petit peu que c'est chez DC en termes de production. J'ai fait le tour un petit peu du contexte, on va passer au pitch et on attaquera derrière la critique de ce Birds of Prey que vous attendez avec impatience. Je sais que vous avez transpiré beaucoup et que ma critique vous manquait pour vous décider, vous étiez perdu dans le désert, et enfin me voilà, tel le Messie. Bon, j'arrête de déconner, pitch. Harley, cette pauvre Harley vient de se rompre avec le Joker et elle en est particulièrement secouée. Elle essaie de mettre de côté son histoire avec le Joker, comme elle l'explique, le Joker l'utilisait un petit peu comme une faire-valoir, alors qu'elle avait souvent les meilleures idées, et que d'après elle, c'était grâce à elle qu'il était devenu le prince de Gotham, ou quasiment. Et donc, elle est au début de l'histoire en pleine rupture, en plein nervous breakdown, essayant de passer au-dessus, mais faisant toutes les dérives d'une personne qui est, comment dire, en pleine séparation amoureuse d'une histoire d'amour très forte, dépression, on mange trop, on boit trop, on fait plein de conneries. Mais comme c'est Harley Quinn, ça se passe pas sans quelques explosions et quelques cassages de jambes par-ci par-là. Et alors que Harley est en pleine déprime, arrive sur son chemin la petite Cassandra Cain, qui a le malheur d'être une pickpocket extrêmement douée et qui a réussi à voler un diamant extrêmement important aux yeux d'un des grands pontes de la pègre de Gotham, j'ai nommé Roman Sionis, alias Black Mask, un ennemi de Batman, mais surtout quelque part une sorte de psychopathe assez barré, et qui n'aime pas du tout Harley, et comme vient d'arriver la nouvelle pour tout le monde que Harley, en plus, et le Joker sont rompus, il va pouvoir s'en donner à cœur joie en réunissant les deux situations qui lui plaisent. 1. Pouvoir se débarrasser de Harley, et 2. Récupérer son diamant de la petite Cassandra Cain. Mais c'était sans compter l'inspecteur Montoya qui veut faire tomber Black Mask depuis longtemps, c'était sans compter sur le personnage de Huntress qui est visiblement à la recherche de différents hommes qui auraient fait du mal à sa famille il y a très longtemps, et léger spoil, vous inquiétez pas, ça spoil pas le film. Et c'était sans compter aussi sur le personnage de Black Canary qui chante dans la boîte de Black Mask et qui, c'est assez clair, est pas fan du personnage. Tout ce petit monde va finir par se retrouver dans une histoire alambiquée parce que tout simplement la narratrice de l'histoire n'est autre que Harley Quinn et qu'elle est assez incapable de raconter une histoire dans un sens normal. Ce qui va nous permettre d'aller dans une narration bizarre, un film assez étrange, et finalement, qui va plutôt bien porter son nom, Birds of Prey et la fantabuleuse émancipation de Harley Quinn. Oui, c'est des pitchs improvisés, on est d'accord, j'ai plus trop le temps de prendre des notes en ce moment, donc c'est un petit peu, voilà, que tout le monde se calme.
Alors, on va faire comme je fais dernièrement. J'ai l'impression que ça marche plutôt bien. J'ai des retours positifs pour l'instant là-dessus. Donc, je découpe un petit peu les films. C'est un peu facile de faire ça, de dire morceau par morceau, mise en scène, scénario, machin. Mais je trouve que ça dynamise un petit peu la narration et ça dynamise un petit peu le podcast. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à laisser des commentaires là-dessus si ça vous plaît ou si vous préférez que je reprenne comme avant, en étant un peu plus anarchique, mais on va dire organique aussi. Bon, je peux commencer. Ce dont j'aimerais parler au départ sur Birds of Prey, c'est... Une fois n'est pas coutume, les décors. Alors pourquoi je voudrais commencer avec les décors sur Birds of Prey? Parce que, quelque part, le budget de Birds of Prey a été, alors d'après ce que j'ai vu, on est entre 85 millions et 97 millions de dollars. C'est un gros budget, ça veut dire que Birds of Prey est en train de gratter à la porte du blockbuster. Je vous l'avais dit, les 100 millions de dollars, c'est le palier psychologique où le film devient clairement un blockbuster de l'été, ou un blockbuster tout simplement de l'année. Non, j'ai dit des bêtises. Un blockbuster de l'été, c'est déjà 150 millions. En général, on n'est pas en dessous. Les décors dans Birds of Prey, c'est un peu... Comment dire? C'est la première chose qui trahit que le film a une production compliquée. J'ai trouvé que globalement, le film manquait d'ampleur. Merci mon chaton. Les décors donc de Birds of Prey, c'est la première chose qui trahit à mon avis le fait que la production du film a été compliquée. Globalement, aucun décor n'a réellement de l'ampleur. Qu'est-ce que je veux dire par ampleur? Comme le film se passe un peu dans les rues, dans les bas-fonds, et dans le côté, on va dire, milieu des gangsters et malfamés d'une ville malade telle que Gotham, et telle qu'elle était décrite déjà dans Suicide Squad, pourquoi pas? On peut être dans des décors relativement limités de rues et tout. Mais clairement, à un moment donné, ce qui est assez étonnant dans The Birds of Prey, c'est qu'on dépasse rarement des pièces. On a constamment l'impression d'être dans des lieux petits, assez étouffés, et finalement, c'est bizarre à dire, mais ça enlève de la vraisemblance. On vit dans un univers assez bubblegum, qui multiplie des décors assez différents. On a un magasin de chinois, on a la boîte de nuit de Roman Sionis, qui est toute petite, qui est juste une petite pièce, le grand loft où vit Roman Sionis, avec des verreries, mais on a l'impression que c'est clairement montré comme étant une ancienne usine aménagée, vous voyez, le genre d'appartement comme ça. On a l'appart de Harley, qui est un petit studio aussi. Le commissariat est lui-même assez fermé et cloisonné. Ou alors il est filmé de manière toujours proche, ce qui fait qu'on n'a pas réellement d'ampleur. Bref, c'est un blockbuster qui très vite ne veut pas prendre de distance par rapport à ses personnages et donner de l'ampleur au contexte. Ce qui me porte à croire qu'il n'y a pas eu le temps dans la pré-production pour Cathy Yan de réfléchir de manière ample à cette question de contexte. Et quand le film, dans sa dernière partie, essaye de gagner en ampleur, en fait, c'est assez cheap et ça a du mal à décoller. Je ne vais pas spoiler ce qui se passe, mais on est dans un univers qui correspond à des personnages et je trouve que ça ne va pas assez loin. Ça sonne encore un petit peu creux, un petit peu kitsch, un petit peu décor en carton-pâte, ça manque de caractère. C'est intéressant, l'idée est intéressante sur le papier, mais dans les faits, c'est pas arrivé à maturité. Bref, le décor crie dans le film que le film n'a pas pu aller au bout de son idée. Et d'emblée, je suis en train de dire que je ne peux pas en vouloir à Cathy Yan, parce que je crois qu'elle n'a pas pu aller au bout de sa démarche. Je ne connais pas son cinéma, mais quand je vois le film, j'ai pas l'impression de voir un film mature. Et les décors parlent de ça très très bien. Est-ce que ça veut dire pour autant que ça choque le visionnage et qu'il n'y a pas des décors intéressants? Non, la chambre d'Harley Quinn, elle est intéressante, elle est assez marrante, et je ne veux pas spoiler ce qu'il y a dedans, vous allez voir, c'est quand même assez fun. Il y a pas mal d'éléments fun comme ça. Il se passe plusieurs scènes dans la boîte de nuit de Roman Sionis qui sont assez folles. Il y a une baston notamment dans les réserves du commissariat. On s'en fout que ce soit les réserves du commissariat ou d'un autre endroit, la baston est sympa. Ça n'empêche pas le film d'être sympa. Ça dit juste qu'à un moment donné, ce film n'a pas pu aller au bout de son processus de création. Et je reviens sur ce que je disais au départ, 2 ans pour faire un film comme ça, 2 ans et demi, même si le scénario était déjà plus ou moins écrit avant, c'est chaud patate. Franchement, c'est compliqué, surtout quand c'est ton premier blockbuster. L'autre élément sur lequel j'aimerais venir, c'est les effets spéciaux, tout simplement parce que j'ai trouvé que le film faisait un pas en avant. Les effets spéciaux dans Suicide Squad étaient très réussis, ainsi de suite. On voyait Harley Quinn buter des morts vivants et tout ça, c'était plutôt sympa. Mais là, il s'agissait clairement de faire franchir un cap de psychopathie au personnage, et je trouve que les effets spéciaux aident beaucoup à ça. On a plusieurs cassages de jambes dans le film qui sont bien sympathiques, bien sales. On a quelques effets gore et quelques effets bien psychopathes. Hashtag je donne cette jambe à mon chien, vous allez voir, c'est tout à fait sympathique, je spoile pas. Et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'effets spéciaux dans ce genre-là,
mais les quelques effets gore sont plutôt bien placés, notamment dans la dernière partie, on a une belle petite explosion, on se dit « Ah ouais, d'accord, je m'y attendais pas tout à fait », ça claque à des endroits assez sympathiques. Cathy Yan a bien senti le moment où il fallait mettre un petit peu, s'énerver un petit peu. Est-ce que je pense que le film aurait dû plus s'énerver et faire appel à plus d'effets spéciaux, notamment avec son budget? Oui, oui certainement. Le film étant malgré tout assez sage, globalement, alors qu'il y a des vrais moments de folie, des vrais moments de où ça part en vrille, je reviendrai là-dessus quand je parlerai du scénario, mais les effets spéciaux sont globalement bien utilisés parce qu'au moment où ça doit être un peu foufou, ça l'est. Il y a un des personnages qui a un pouvoir particulier, quand il a utilisé son pouvoir, je trouve pareil, ça manque d'ampleur, puisqu'on parle des effets spéciaux, c'est bien fait, mais ça manque d'ampleur, ça manque de choix. Vous savez, je vais donner un exemple tout bête. Vous avez un personnage qui a une super force, vous pouvez l'utiliser pour éclater des montagnes, des immeubles et des trucs comme ça, et c'est super à regarder, c'est spectaculaire. Et vous pouvez aussi jouer sur des effets tout bêtes quand vous avez moins de moyens. Par exemple, vous faites passer ce personnage qui est super costaud, super large et tout, dans un magasin de porcelaine, et il faut pas qu'il se fasse entendre. Ça a l'air con, mais ça joue sur le pouvoir du personnage, et sur le fait que vous pouvez jouer dans une première partie sur le fait qu'il y aille et qu'il casse rien, et qu'à un moment donné il revient, et il est tellement puissant qu'il pète tout d'un coup, et ça donne un effet très joli. C'est tout bête comme effet, mais ça permet de donner de la valeur au pouvoir, juste avec la mise en scène. J'aime bien l'exemple dans Harry Potter, je crois que c'est dans Harry Potter 6, et l'Ordre du Phénix, où à un moment donné, un personnage, je crois que c'est Ginny Weasley, utilise un sort, je sais plus, je crois que c'est le Réducto, dans une grande pièce où il y a essentiellement des grandes étagères avec des parties en verre. Et le fait qu'elle éclate ça crée une sorte d'effet en chaîne et ça fait tout éclater. Ça a l'air tout bête comme effet d'ampleur, c'est beaucoup d'effets spéciaux, c'est clair, c'est beaucoup de moyens, mais ça donne de l'ampleur, du souffle, de l'image, ça marque les esprits comme image. Ça, c'est quelque chose qui manque réellement aussi, je trouve, dans les effets spéciaux de Birds of Prey. Même si, encore une fois, ils sont bien faits, ça manque d'ampleur, mais je reviens sur mon point de départ. Je vais tourner un petit peu en rond sur cette critique. Il n'y a pas eu le temps, visiblement, pour produire ça en termes d'écriture artistique. Il n'y a pas eu le temps pour que ça aille à maturité, et ça se sent violemment dans le film final. Je vais enchaîner un petit peu avec en vous parlant un petit peu du casting quand même, parce que je trouve que... en vous parlant du casting, parce que globalement, j'ai trouvé les acteurs bons. J'ai trouvé que ça faisait bien le taf. J'ai pas forcément grand chose à dire sur le casting en soi. Margot Robbie est très bien, elle connaît son personnage, elle sait où l'amener, et elle a plus d'une séquence où elle est vraiment, vraiment clean, où le personnage a vraiment des réflexes et des attitudes qui sont assez étonnantes. Elle a vraiment fait le personnage sien. Je trouve que le film ne va pas assez loin dans ce qu'il fait du personnage, mais je vais en parler dans ma partie scénario, mais concernant le casting en lui-même, elle est très bien. Mary Elizabeth Winstead dans le rôle de Huntress est vraiment très bien. Elle a des côtés très drôles dans le personnage le personnage est très secondaire mine de rien, mais dans l'intrigue notamment elle a un rôle, mais elle est finalement pas très souvent là dans l'histoire, mais je trouve qu'elle est vraiment très bien, et les passages où grosso modo le personnage essaie de se créer un style et tout, je trouve que c'est crédible et ça marche bien. C'est pas extraordinaire, c'est pas la grande profondeur, mais ça marche bien. Jurnee Smollett-Bell, qui est pas une actrice que j'avais vue souvent, honnêtement, je sais pas dans quoi je l'ai vue d'autre, qui joue Black Canary, je la trouve très bien. Je trouve que son personnage est simplement sous-exploité. Elle a un rôle comme ça assez pervers avec le personnage de Roman Sionis, pour qui elle est la chanteuse dans sa boîte, dans son cabaret, et ça aurait pu être vraiment malaisant, et le film va pas vers là. Et ça aboutit pas à grand chose, donc c'est un peu dommage, mais elle joue très bien aussi. Et Rosie Perez dans le rôle de René Montoya, de l'inspecteur Montoya, elle est très bien. Il n'y a pas grand chose à dire, elle fait juste le taf. Le personnage n'étant honnêtement pas très intéressant parce que, je reviendrai là-dessus dans le scénario, mais c'est assez caricatural, ça va pas très loin. Je voudrais aussi me parler de Chris Messina qui joue Victor Zsasz. Alors là par contre je vais être un peu plus chaud parce que Victor Zsasz c'est un personnage qui est très intéressant, notamment dans les jeux Arkham Asylum si je dis pas de bêtises, qui est un assassin qui, comme on le voit dans le film, à chaque fois qu'il tue quelqu'un, lui ce qu'il aime c'est écorcher les gens, donc à chaque fois qu'il écorche ou qu'il tue quelqu'un il se fait une cicatrice, et c'est un personnage qui est vraiment... qui parle de sadomasochisme à un niveau psychopathique qui est hyper intéressant. Le film l'emmène pas très loin, il se trouve que j'ai beaucoup aimé le personnage dans le jeu vidéo, donc forcément je suis un peu dur avec le personnage du film, je le trouve moins intéressant. Après, encore une fois, c'est un personnage très secondaire, et c'est là où, sur ce personnage-là, on voit clairement que le film est assez gentil, veut se donner un côté badass, mais je trouve que même s'il a des côtés un peu gore, au final ça ne va pas très loin, c'est pas très marquant.
C'est assez étonnant, mais je reviendrai là-dessus sur la mise en scène, ma critique grosso modo de la mise en scène et du scénario pour expliquer ça. Mais Chris Messina fait le taf, le personnage est bien. Et je finirai juste sur Ewan McGregor, qui dans le rôle de Roman Sionis, Black Mask, fait bien le taf, il est vraiment bon, aussi bien dans les phases psychopathiques qu'autres. C'est juste que Black Mask, aussi bien dans les dessins animés que dans ce film, n'est pas un personnage qui a le niveau de psychopathie du Joker. Donc si on voit un film sur l'ex-copine du Joker, forcément c'est chaud. La comparaison avec le Joker arrive tout de suite, et là la comparaison en termes de psychopathie, en termes de charisme, en termes de tout par rapport au Joker de Jared Leto fait mal, il faut être clair. Ewan McGregor est bien, il y a vraiment une scène où il est même très malaisant, il fait danser une meuf sur une table, vous allez voir, ça fonctionne vraiment bien comme séquence, mais voilà, le personnage n'est pas très intéressant dans le fond, il va pas très loin. Et d'ailleurs, il est désamorcé par Harley Quinn elle-même, donc il y a tout ce truc-là qui fait qu'à un moment donné, un film comme ça qui marche, le méchant doit être charismatique, doit gagner en ampleur, et il n'a pas cette ampleur-là. Pragmatiquement, en étant grosso modo assez ridicule une première partie du film, en ayant une légère tendance psychopathe, mais qui ne va pas assez loin au bout d'un moment dans le film, et en étant finalement conclu presque de manière comique. Je spoil à peine, donc voilà. Son rapport à Victor Zsasz est intéressant, et je pense que dans le scénario ça allait plus loin. À voir si en termes de... Vous allez comprendre où je vais en venir quand je vais parler tout de suite de la mise en scène, parce que vous allez comprendre pour moi la limite principale du film. Grosso modo, Cathy Yan a tourné ce film, je pense, dans l'urgence, et ça se sent. Mais il y a clairement, à un moment donné, un manque de choix dans ce qui doit avoir de l'ampleur dans l'histoire. Vous savez, quand vous réalisez un film, vous écrivez le film, à un moment donné, vous créez des crescendos, des effets de gonflement, dégonflement de l'histoire. En général, dans les films de science, de fiction, tout ce qui est information pour faire avancer l'intrigue est peu intense, et on fait monter le film vers des points de climax où l'histoire doit faire des tournants, des grands tournants, si possible des 180 degrés, des 360, blablabla, pour que on ait une montée progressive par palier. Ça, on a des explications, on est dans l'horizontal, il y a un pic émotionnel, on continue à cette hauteur-là, on essaie de rester à cette intensité-là, un pic émotionnel qui monte encore plus haut, et ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça l'idée. L'idée, c'est pas de monter et de redescendre en dessous de l'intensité précédente, mais bien de continuer à monter par palier. Et là, en fait, je trouve que Cathy Yan n'en a pas assez tenu compte, ce qui fait que beaucoup de séquences du film sont égales. La plupart des séquences où Harley Quinn est dans son univers, dans sa perception du monde et dans sa psychopathie, il y a notamment cette super idée où il y a des tas de gens qui la détestent, donc quand l'information est connue qu'elle n'est plus la copine du Joker, tout le monde commence à vouloir la buter, et on voit s'afficher à l'écran des griefs de ce qu'elle a pu faire aux gens. C'est une super idée, ça donne lieu à quelques séquences assez drôles vraiment dans le film, il y a vraiment plusieurs moments où c'est assez cool. Mais ça devait aller encore plus loin, il me semble. C'est un personnage qui est particulièrement fou, sadique et absurde, Harley Quinn. Donc, il aurait clairement fallu qu'il y ait, par exemple, des griefs qui soient absurdes. On se dit, mais pourquoi elle a fait ça à quelqu'un par exemple, à coller les cheveux de quelqu'un au caramel. Vous dites, mais pourquoi faire, quoi? Et dans quel contexte tu fais ça? Donc, ça aurait dû aller très très loin, et ça aurait dû être un peu n'importe quoi. Et le film, en fait, dérape, mais dérape pas assez. Et dans la mise en scène, on le sent. C'est-à-dire que les moments avec Margot Robbie, comme Margot Robbie le joue bien, il y a des moments comme ça qui marchent bien, mais avec la plupart des autres personnages, ça a du mal à exister. Je donne l'exemple du personnage de l'inspecteur Montoya, qui devient grosso modo un renégat aux flics et tout ça, plus ou moins, vous allez voir comment, je spoil à peine. Ni le contexte des flics, ni le contexte de sa vie à elle ne permet d'y croire, ce qui fait que très très vite, elle est accessoire à la narration. Et c'est un peu pareil pour le personnage de Black Canary, qui avait un super contexte avec une mère morte et délaissée par les flics, donc elle avait une certaine rancœur contre les flics, le fait d'être une chanteuse pour un mec qu'elle sait de plus en plus dangereux et psychopathe et bizarre et tout, et ça aurait pu être hyper intéressant dans la dernière partie, qu'elle ait une forme de vengeance, une forme de retour, qu'elle-même elle s'émancipe de ça de manière frontale par rapport à Black Mask, mais je spoil, non, ça n'arrive pas. Donc il y a une sorte de... Tout est maintenu un petit peu en deçà, et je pense que ça vient du fait que le film n'a pas été pensé à un moment donné en se disant où est-ce qu'on met les climax. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage, parce qu'il y a de bonnes idées dans le scénario et dans la manière dont Cathy Yan met certaines scènes en scène. Encore une fois, la scène où notamment Ewan McGregor, enfin le personnage de Black Mask, humilie une femme comme ça, la fait monter sur une table et tout, vous allez voir, ça marche vraiment bien. Il y a vraiment des moments, c'est très sympathique. Mais paradoxalement, j'ai l'impression que, à part avec les acteurs AAA, c'est-à-dire Ewan McGregor, Margot Robbie et Mary-Elizabeth Winstead, qui arrivent à faire vivre quelques séquences, mais comme son personnage est très secondaire, ce que je dis là peut être aussi, je comprendrais qu'on me dise non, le reste du casting a du mal à exister parce que la mise en scène est trop égale. Et j'en viens aux scènes d'action qui, pour moi, sont quelque part symptomatiques de ça. La plupart des scènes d'action sont bien,
sont sympathiques. On est dans les scènes d'action typiques de films de super-héros, on va dire moyens, c'est-à-dire on fait du karaté, quoi. La plupart des gens se battent en faisant du karaté, donc c'est assez irréaliste et ça ressemble peu à du combat de rue. On a heureusement au milieu de ça quelques fulgurances, comme je disais, avec des cassages de jambes et quelques plans qui font vraiment plaisir et qui fonctionnent bien, avec notamment des séquences où Harley se bat avec une batte et tout, ça va assez loin, c'est assez sympathique. La séquence notamment dans les réserves du commissariat, il y a plusieurs moments qui sont vraiment sympas, mais globalement les scènes d'action du film et la dernière séquence où elles se battent toutes ensemble, effectivement on a quelques plans qui sont vraiment cool, mais grosso modo ça a ramassé, les scènes d'action sont pas très intéressantes. On a notamment dans la dernière partie une poursuite où en voiture et en patin à roulette, vous verrez vous-même, où je trouve que l'idée est super bonne, mais au final ça donne pas grand chose en termes de spectacle, il n'y a pas grand chose qui m'est resté en tête, alors peut-être que je me trompe, il est possible que j'ai oublié des choses, mais ça m'a pas marqué tant que ça, et c'est ça la sensation, c'est que la mise en scène n'a pas pris en cause un truc tout simple, c'est que Harley Quinn est folle et elle est psychopathe, à un moment donné ça doit partir en vrille, il faut qu'on perde pied. Et je vais être clair sur ma critique du film là-dessus, la seule séquence où je trouve ça marche, c'est un moment où Harley Quinn se fait plus ou moins torturer, elle se fait tabasser, et il y a un moment donné, son esprit part en vrille, et le film se transforme en comédie musicale. Ça dure juste quelques minutes, mais ce moment-là, j'étais devant le film en train de me dire « Ah putain, là ça décolle, là c'est parti. Là je comprends pas ce qui se passe, on est passé en mode comédie musicale d'un seul coup, c'est ce que j'espérais, et c'est ce que je pense la plupart des spectateurs attendaient. C'est-à-dire un film où un personnage comme Harley Quinn, elle te fait perdre pied. À un moment donné, tu n'arrives pas à la suivre parce qu'elle est complètement jetée. Et si ça arrive trop gentil, ça arrive dans le film, mais ça arrive trop gentiment. Et le seul moment où ça arrive frontalement, ça n'est qu'une seule fois dans le film. Et c'est dommage parce qu'après, le film n'arrive pas à retrouver cette folie-là, cet absurde-là. Ça me permet de faire une parenthèse sur Suicide Squad. J'ai été très critique sur le film, je vous remettrai ma critique dans la barre d'information de cette vidéo. Mais un truc que j'avais pas dit assez clairement, c'est que le fait de mélanger les personnages, les musiques, les styles, les interprétations, le casting et tout, ça avait créé quelque chose de très... Ça partait un peu dans tous les sens et ça avait quelque part mis de la folie dans la mise en scène. Et la boîte de com, en délirant en plus, en rajoutant des éléments visuels un maximum, elle avait à mon avis réussi à donner quelque chose, mine de rien, d'assez bouillonnant. Je trouve pas que le film soit réussi, encore une fois, je reviens pas sur ma critique, mais au moins il y avait ça, et c'est vrai que je l'avais moins souligné. Et maintenant que je vois Birds of Prey, la mise en scène est beaucoup plus, j'ai envie de dire, monotone, je caricature à peine, qu'elle a du mal à retrouver ces fulgurances-là, ou ce délire visuel qu'avait pu créer Suicide Squad, eh bien, ça se sent et ça fait pas du bien au film. Je vais donner un exemple tout bête de ce que je veux dire par là. Dans Suicide Squad, il y avait par exemple ces effets de solarisation sur les textes, ça jouait beaucoup sur les choses qui étaient écrites à l'image de manière très 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 dynamique, notamment avec Deadshot où on voyait la liste d'armes, on voyait par exemple les fiches techniques de chaque personnage, et on voyait Deadshot, une image comme ça, on voyait plein de balles, de cartouches tomber sur Deadshot, et on voyait la liste d'armes qu'il pouvait utiliser, et puis ça défilait de manière supérieure, en ayant tout plein d'armes, comme si le nombre d'armes qu'il pouvait utiliser était infini, quoi. Ça a l'air tout bête, mais c'est des éléments qui avaient leur place dans un film sur Harley Quinn, dans une folie comme celle-là. Et c'est dommage, je trouve que, globalement, au final, on a eu quelque part, le film est avorté. Oui, donc lâchez-moi avec MeToo, hein. J'ai utilisé le mot avorté sans le vouloir, hein, parce que là j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui avaient critiqué le film, qui se font tomber dessus en mode vous êtes cons, c'est parce que c'est des femmes et tout ça, mais j'espère que vous avez entendu depuis la critique, ça n'a rien à voir, hein. Vraiment pour le coup rien du tout. Non, là c'est vraiment la mise en scène en elle-même précisément dont je parle, c'est vraiment ce truc ce grain de folie dans la mise en scène qui n'arrive que juste à ce moment-là, et le reste du temps il est trop sage, trop balisé, trop maîtrisé, pour que on ait cet effet à un moment donné, je suis en train de suivre une dingue et je perds pied. Et un personnage dingue comme Harley Quinn devait nous faire perdre pied. Et ça m'amène au scénario. L'histoire en elle-même est fun, puisque Harley Quinn le raconte à sa manière, grosso modo dans les deux premières parties, le 2/3 du film, on est entre des flashbacks et ça va un peu dans tous les sens, c'est un peu le style contemporain, c'est un peu dans tous les films comme ça. J'ai vu The Gentleman, le dernier Guy Ritchie, pas plus tard qu'hier, et on a encore une narration un peu dans tous les sens, c'est presque devenu un peu kitsch comme effet, bon peu importe, j'en parlerai quand je ferai ma critique de Gentleman prochainement, ça arrive, hein, posez vos flingues, je vais m'en occuper, hashtag je fais ce que je peux, mais en l'occurrence, j'ai trouvé que c'était intéressant comme style d'identité pour un film sur Harley Quinn, et je pense que c'est logique d'avoir Harley Quinn, qu'elle te raconte des trucs dans tous les sens, que ce soit pas forcément clair et tout, c'était génial. C'était un super outil pour s'amuser à mort, pour que au lieu que l'histoire devienne de plus en plus claire
en avançant, elles deviennent de plus en plus absurdes et de plus en plus incompréhensibles. Je trouve qu'il y avait vraiment matière avec ce personnage-là d'aller dans des directions où on n'est jamais allé en termes de blockbuster, c'est-à-dire une dernière partie du film qui est genre l'introduction. Il y avait moyen de faire des trucs absurdes possibles sans que le film soit pour autant non spectaculaire. Il aurait même pu être extrêmement spectaculaire. Et je pense qu'il y avait moyen, avec un personnage comme Harley Quinn, de faire des trucs aussi dingues que, genre, je pourrais vous raconter ce qui s'est passé après, mais en fait, c'était pas très intéressant, alors je vais vous raconter quand je suis allé voir mon coiffeur. Ça a l'air con ce que je vous dis là, mais c'est vraiment ce genre de choses qu'on peut se permettre de faire avec un personnage comme Harley Quinn. Elle en a rien à battre. Et c'était ça qui était présent dans les 2 premiers tiers du film. Une fois que malheureusement l'histoire dans le film tel qu'il est commence à se résoudre comme un film classique, et ben le film perd clairement en intérêt, parce que ça manque d'ampleur, parce que les scènes d'action sont pas assez folles, pas assez délirantes, pas assez nouvelles, pas assez novatrices, ce qui fait que du coup, bah, tout simplement, on voit quelque chose, un film de super-héros correct, qui se finit bien, avec une morale qui est plus ou moins sauve, et les personnages restent plus ou moins cohérents d'un bout à l'autre et évoluent, mais grosso modo, on va avoir, par rapport à un autre film de super-héros, c'est un film qui va faire tâche, qui va juste laisser une impression d'être moyen, alors que et c'est là où ma critique va être un peu plus acerbe, avec Harley Quinn, il y avait moyen de faire beaucoup mieux, avec Margot Robbie à la production, avec Margot Robbie qui se donne à fond dans le rôle, avec clairement un potentiel de séquence et de mise en scène dans le film qui pouvait aller beaucoup plus loin. Vous verrez de quoi je parle, je veux pas trop spoiler le film, mais il y a plusieurs séquences où on se dit Harley Quinn dans un commissariat, ça doit partir en vrille, Harley Quinn dans une fête foraine, ça doit partir en vrille. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce truc-là, et ça, malheureusement, c'est assez présent au début du film, et plus on avance, moins c'est présent, et moins ça devient par définition intéressant. J'en arrive donc à ma conclusion, puisque vous m'avez entendu, je suis assez critique sur ce film-là. Non, mais en fait, il faut être clair, je suis loin d'avoir détesté Harley Quinn et Birds of Prey. C'est un film sympathique, il y a vraiment des moments sympas, quelques moments sympas, pas assez, mais il y en a quelques moments sympas. Le casting female taf, Margot Robbie se donne à fond, Ewan McGregor, j'ai trouvé qu'il est bien dans le rôle de Black Mask, c'est juste le rôle qui est un peu secondaire. Mais c'est clair qu'on est dans un sous-potentiel par rapport à tout ce qui aurait pu être fait. Est-ce que pour autant je déconseille d'aller voir ce film? Non. Mais ma compagne, par exemple, attendait beaucoup de ce film, elle en est sortie quelque part déçue. Je pense qu'il ne faut pas attendre trop de ce film. C'est en fait, pour être très honnête, un deuxième long-métrage qui arrivait peut-être un peu tôt pour cette réalisatrice. Je tiens à dire tout de suite à tous les gens qui vont me tomber dessus en mode MeToo que David Ayer a pas fait mieux avec Suicide Squad de mon point de vue. Hein. Donc je pense quand même que Birds of Prey est un bien meilleur film avec Harley Quinn que Suicide Squad. Même si les séquences avec Harley Quinn dans Suicide Squad étaient peut-être plus intéressantes. Ça reste quand même un moins bon film. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a quand même de bons moments dedans. Je pense pas que le personnage ait perdu en qualité, en valeur ou en intérêt avec Birds of Prey. Par contre, ce qui m'ennuierait, c'est que le film marche pas assez pour qu'il n'y ait pas une suite, pour qu'il n'y ait pas quelque chose d'autre à faire, que Gotham Sirens ne soit pas fait, alors que je pense qu'il y a encore moyen d'emmener le personnage un peu plus loin. Est-ce que c'est à Cathy Yan de le faire? Ça, honnêtement, j'aurais du mal à le dire. Il faudrait que je voie son film Dead Pigs pour avoir une idée un peu plus précise. Mais si elle est amenée à rebosser sur un projet avec Harley Quinn, ça, j'aimerais bien qu'elle ait le temps de le faire et que le film arrive dans les salles à maturité. Ce serait au moins le minimum, je pense, pour un blockbuster de cette qualité-là. Encore une fois, Birds of Prey est loin d'être un film acheté à la poubelle. C'est un peu générique. Oui, j'ai pas parlé forcément des BO dans ma critique, mais c'est vrai que on l'a voté avec ma compagne quand on l'avait vu. Les BO de Suicide Squad, tout aussi trop nombreuses qu'elles étaient, trop populaires qu'elles étaient, noyaient l'identité du film, et je maintiens ma critique, je pense que c'était une mauvaise idée, mais au moins elles étaient marquantes. Je me souviens que la chanson de Nancy Sinatra qui introduit Harley Quinn dans Suicide Squad m'avait beaucoup marqué. Et je pense qu'il y a pas mal de chansons pop dans Birds of Prey, mais je les ai trouvées génériques, je les avais déjà entendues dans d'autres films, elles sont pas très marquantes. Et ça, mine de rien, c'est le signe aussi que le film n'a pas pu être amené à maturité, qu'il n'a pas eu le temps de faire cette recherche aussi dans la BO, dans le style du film, pour le rendre vraiment singulier à 100%. Et je pense qu'il y avait une grave matière avec Margot Robbie dans le rôle de Harley Quinn, et avec un projet comme ça, de le faire. Est-ce que c'est un blockbuster qui a été un peu aseptisé par sa production? Je ne crois pas. Je pense plutôt qu'on n'a pas laissé le temps à la réalisatrice d'aller au bout, d'amener un projet à maturité, je pense. Je pense que c'est un film qui s'est fait, malheureusement, trop vite dans les conditions où elle a été mise.
Mais est-ce que c'est pour autant un film à ne pas aller voir? Non, si vous aimez bien le personnage d'Harley Quinn, je pense pas que vous détesterez ce film-là. Est-ce que c'est le film ultime sur Harley Quinn? Non. Eh ben, on va espérer que le prochain soit meilleur, tout simplement. On va pas être trop critique là-dessus. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là pour ma critique de Birds of Prey. J'espère que vous l'avez trouvée intéressante. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je sais que c'est un film qui déclenche beaucoup de critiques, déclenché beaucoup de passion. Je pense que ni ses qualités ni ses défauts ne méritent d'arriver dans des débats aussi passionnels, très honnêtement. Voilà, je pense qu'on peut tout à fait dire que c'est un film moyen avec quelques qualités, et on peut prendre en acter que la réalisatrice n'a pas pu de toute façon amener le film à maturité dans le temps qu'on lui a donné. Voilà, donc après, vous savez, les débats, c'est parce que c'est des actrices que vous critiquez ça, machin, une réalisatrice, ou l'inverse, de dire, oui, pourquoi on a mis une actrice, pourquoi on a utilisé comme ça la discrimination positive. Oh là là, une demi-heure après, il arrive à s'en souvenir. C'est de la discrimination positive, il y avait David Ayer qui avait beaucoup plus d'expérience, blablabla. Pour moi, c'est des non-débats. Le fait est que c'est Cathy Yan qui l'a fait au final. On n'est pas dans les arcanes, on ne saura jamais exactement ce qui s'est passé. Il me semble que David Ayer a été acheté sur Suicide Squad et qu'il s'est fait virer, qu'il s'est fait mettre chocolat. Mais bon, on va pas pleurer pour lui, il a réalisé un film avec Will Smith derrière. Et il va en réaliser d'autres avec Will Smith, et il est sur plein de projets, il n'y a vraiment pas de quoi pleurer pour lui. Il reviendra probablement au blockbuster un jour ou l'autre, donc voilà. Et puis c'est un réalisateur qui fait des films intéressants. Cathy Yan, finalement, je suis content pour elle, elle a pu réaliser un blockbuster, et elle a franchement pas à rougir, et des blockbusters et des réalisateurs qui s'en sont beaucoup moins sortis qu'elle. Hashtag Alan Taylor sur Thor The Dark World, qui pour moi était un beau ratage, bien plus, paradoxalement, plus solide en termes de film de blockbuster a priori, mais qui est beaucoup moins réussi en termes de qualité. Bref, donc elle a vraiment pas à rougir. Birds of Prey n'a pas beaucoup d'identité, mais il en a. Là où beaucoup de blockbusters comme ça, de super-héros, arrivent avec zéro originalité, zéro identité, quoi. Là, je trouve que elle a quand même réussi quelque chose, notamment Harley qui fait du cassage de jambes, ça fait plaisir. Bref, vous allez voir de quoi je parle quand vous aurez vu le film. En tout cas, moi, je ne vous le déconseille pas, mais c'est clair, ne vous attendez pas au blockbuster de l'année. Si vous avez déjà la dent dure sur le film de super-héros, c'est pas un film qui risque de vous réconcilier avec le style, hein. Voilà, je vais m'arrêter là, je pense j'en ai dit assez. Merci beaucoup pour votre écoute, n'hésitez pas à tweeter, Instagram et Facebooker. Bien sûr, c'est votre point de vue qui m'intéresse le plus, donc n'hésitez pas à commenter sur la plateforme que vous voulez. On est sur Twitter, on est sur Instagram, on est sur Facebook, donc n'hésitez pas, là il y a une page. Mais bien sûr, vous pouvez aussi liker, partager, ça aide à ce que la chaîne soit vue, et vous abonner. Et évidemment, mes très 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 chers abonnés qui ont éclaté ces derniers temps, je tiens à remercier tous ceux qui viennent d'arriver. J'ai augmenté pour moi, ce qui est énorme, de 20 abonnés en l'espace de quelques semaines, là, donc c'est très très cool, ça me fait vachement plaisir. Et en plus, les gens écoutent, ce qui est vraiment cool. Donc voilà, je tenais à vous remercier. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de HO. Salut les amis, ciao ciao. Abonne-toi à la chaîne d'un mec qui parle trop. Abonne-toi. Bon, je chante très très mal. C'était Nancy Sinatra dans l'idée.